Je vous propose d'abord de vous présenter des intervenants, ensuite peut-être 3 parties. Une première partie pour situer un peu le projet avec vous qui en êtes les responsables. Une deuxième partie, peut-être même en déambulant dans la salle pour regarder un peu les photos et les histoires que ces photos vont illustrer. Et une troisième partie qui serait peut-être aller un peu plus en profondeur dans ces histoires. Il me semble qu'il y a 2 sujets qui ressortent dans ces histoires. Vous allez voir ce que vous en pensez. La première question qui ressort dans beaucoup de ces histoires, c'est le rapport des pays qui sont présentés dans l'exposition à leur histoire et à l'histoire notamment du temps de leur lien avec l'Union soviétique. Et le deuxième sujet, qui est peut-être encore plus important, c'est les identités. La question de l'identité dans les 2 sens qui sont posés dans les différents reportages, c'est-à-dire l'identité nationale, mais aussi l'identité sexuelle. Ça m'a frappé. Il y a les 2 sujets qui apparaissent dans les reportages. Donc, je présente Alia Bley. Vous êtes photographe, vous êtes originaire de la Lettonie, photographe et cinéaste, et vous avez dit que le fait de toucher au film, c'est un peu le résultat de votre envie d'aller voir Paris. Peut-être vous allez tout de suite nous raconter cette petite anecdote que vous m'avez confiée à l'instant. Par ailleurs, vous êtes donc l'auteur des photos qui sont là sur le mur, qui s'appellent, alors j'espère bien le prononcer, Voyage à Visaginas. Das war die Frage. Mit Paris. Ja, ich habe jetzt gerade erinnert, dass überhaupt, wie ich habe in Filmbranche gekommen, weil mein größtes Traum in meiner Kindheit war, nach Paris zu kommen, weil Paris, ich komme aus Sowjetunion und Paris, das war so etwas wie ein Traumland. Das, wo alle Leute sehr schön sind, besonders die Frauen, alle reich sind, gutes Wein trinkt und alles ist super schön. Und dann plötzlich war eine Möglichkeit. Da musste einfach ein Experimentalfilm drehen und den zweiten Preis gewinnen. Und ich wollte das machen und das zweite Preis gewinnen. Aber leider habe ich den ersten Platz gekriegt. Und ja, trotzdem, dann ein paar Jahre später, ich habe das Geld für den Rest des Preises nichts genommen, sondern habe das genutzt für meine erste Reise nach Paris. Und so war das mein erstes Film und dann habe ich dann in Filme weitergemacht in meinem Leben, bis ich habe zum Fotos gekommen. Je vais vous raconter brièvement comment je suis devenue réalisatrice. En fait, cela est lié à mon rêve de venir à Paris. J'ai grandi en Union soviétique et Paris était pour moi une espèce de pays de rêve où toutes les femmes étaient belles, où tout le monde était riche et on buvait du bon vin. Et donc, je rêvais de venir à Paris. Et un jour, j'ai entrevu la possibilité de réaliser mon rêve parce qu'il y avait un concours de films expérimentaux. Et le deuxième prix était un voyage à Paris. Donc, j'ai fait mon premier film justement pour gagner ce deuxième prix. Mais malheureusement, ça a échoué. J'ai gagné le premier prix, qui était un prix en argent. Et je n'ai pas accepté cet argent, je l'ai mis de côté et cela m'a permis un jour de réaliser mon rêve et de faire mon premier voyage à Paris. Et après, j'ai continué à faire des films jusqu'à ce que je suis arrivée à la photo. Parfait, merci beaucoup. Et la deuxième intervenante, donc Prune Antoine, vous êtes journaliste, vous êtes basée à Berlin.
Vous êtes correspondante du Nouvel Observateur. Vous êtes auteur de contributions pour ce programme que vous connaissez peut-être, qui est toujours très drôle. Carambolage. Vous faites peut-être aussi d'autres choses drôles, c'est pour ça que vous me regardez. Et vous êtes rédactrice en chef donc, de ce projet Beyond, il faut que je prononce en anglais, alors 91, Beyond 91, de Café Babel. Vous avez reçu de nombreux prix de journalisme, donc le prix Louise Weiss de journalisme européen, 2 fois même. Et puis j'ai trouvé sur votre site une jolie phrase « As a freelance reporter in a collapsing media industry ». Donc, effectivement, la vie de journaliste qui n'est pas facile, mais vous avez quand même réussi à faire de nombreux reportages passionnantes. Et j'imagine qu'une de ces reportages a finalement donné lieu à un livre qui a été publié en France et qui a été très remarqué aussi, La fille et le Moudjahidine, donc sur votre amitié avec un jeune boxeur réfugié en Allemagne, puisque, comme je disais, vous vivez à Berlin. Comment vous êtes arrivé à Berlin, en fait ? Vous travaillez pour la Stasi, peut-être? Non, vous êtes extrêmement bien renseigné. J'ai tout, mais vraiment parfaitement. J'ai travaillé à partir des merveilleux renseignements que la maison Heinrich Heine m'avait fournis. Effectivement, vous avez tout publié sur votre site. C'est vrai, très open, très transparente. Je suis venue à Berlin en fait parce que j'ai toujours été très intéressée par justement l'ancien espace post-soviétique. Je trouvais que Berlin incarnait, c'est une ville qui est divisée, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui incarnait en fait cette zone de fracture. Donc depuis Berlin, c'était beaucoup plus facile d'aller en Europe de l'Est, c'était moins cher. En tout cas, il y a une dizaine d'années, c'était une ville beaucoup plus abordable que Paris. Donc voilà, c'était un petit peu le point de départ. Je me disais qu'en étant à Berlin, ça serait plus simple d'aller explorer toute cette zone qui me semblait en mouvement politique, sociaux, en tout cas qui me semblait bouger beaucoup plus que notre vieille Europe. Donc il y avait déjà un intérêt très fort pour toute cette zone post-soviétique. Qu'est-ce que le Café Babel et qu'est-ce que ce projet Beyond 91 comment il était né et qu'est-ce qu'il couvre quel est le sujet de ce projet? Alors, Café Babel, c'est un magazine en ligne qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est un magazine qui est multilingue, qui fait appel à des journalistes, des traducteurs bénévoles un peu partout en Europe. Donc, c'est un énorme réseau de contributeurs. Et l'idée de Café Babel, c'est effectivement d'essayer de montrer l'Europe au quotidien, dans la réalité, avec un aspect effectivement générationnel très marqué, puisqu'on est plus ou moins la première génération, en tout cas les trentenaires, à avoir vécu avec l'essor des low cost, des compagnies low cost, à pouvoir bouger aussi facilement dans l'espace Schengen. Donc c'est un petit peu basé sur ça. Il y a énormément de reportages qui sont publiés sur le site en 6 langues aujourd'hui, je crois. Et Café Babel a des rédactions un peu partout en Europe, dont la rédaction de Berlin, qui est très active et qui a effectivement à un moment donné eu cette idée de Beyond 91, de proposer un projet à une fondation. L'idée qui sous-tend, c'est très intéressant, c'est d'essayer d'avoir justement le regard sur ce qu'on a appelé la génération perestroïka, vue par elle-même, parce qu'on a souvent effectivement des correspondants étrangers qui sont envoyés en Russie, en Ukraine, qui reviennent avec des reportages, mais avec leur propre regard. Et nous, c'est ce que Berlin avait envie de voir, c'est que eux-mêmes nous montrent leur génération, parce que c'est basé aussi sur une anecdote qu'on connaît très peu à l'Ouest, c'est que au moment où Gorbatchev a commencé sa politique de glasnost, de réforme extrême de l'Union soviétique, il y a eu un gros baby boom. Donc en fait, les gens, au lieu de paniquer parce qu'il n'y avait plus rien dans les magasins, ils se sont mis à frénétiquement à faire des bébés, exactement. Donc c'est pour ça qu'on parle de génération perestroïka, parce qu'ils sont nés à cette époque-là, dans les années 80, fin des années 80, au moment où vraiment tout l'Empire soviétique était en train de s'effondrer. Donc c'était ça, c'était leur donner la parole et savoir ce qu'ils allaient nous montrer, parler eux-mêmes de leur génération. C'était un peu l'idée de départ. Et puis, dans le cadre de ce projet, vous avez créé des tandems, photographes et auteurs, pour faire ensuite des reportages qui ont d'ailleurs donné lieu à un très beau catalogue. Publié qu'en anglais, je crois, c'est ça? Oui.
Alors, comment vous avez constitué les couples photographes-auteurs et quel choix de sujet et finalement, quelles sont les histoires que vous avez récoltées? On a utilisé ce qu'on appelle donc du journalisme cross-border, qui est quelque chose qui est très intéressant, qui est en train de se développer énormément aujourd'hui. C'est peut-être en réaction à tout ce qui sort des fake news, post-vérité. On est dans une période un peu compliquée au niveau des médias aujourd'hui. Et recourir à des équipes binationales, en tout cas mélanger les regards et les perspectives, ça permet d'aller un petit peu plus loin, au-delà des clichés, au-delà de nos propres représentations mentales, la manière dont on grandit, dont on est éduqué. On a un prisme, de toute façon, on a un filtre. Donc ça permet d'élargir. L'idée qui était particulièrement intéressante avec Beyond 91, c'était qu'on est dans une zone où il reste quand même un certain nombre de conflits plus ou moins gelés. Si vous prenez par exemple l'Ukraine et la Russie, encore aujourd'hui, récemment, il y a toujours des problèmes. Donc, on s'est dit, on va faire travailler, par exemple, un photographe russe avec un auteur ukrainien, et inversement. Parce que, justement, on va essayer on n'est pas missionnaire, on n'essaie pas de les réconcilier, mais en tout cas, de mélanger, de croiser leurs perspectives. Donc, la recherche, ça a été comme... j'ai recherché avec mon réseau personnel parce que je connais beaucoup de gens. Parce que vous êtes la rédactrice en chef du projet. Oui, donc j'ai recruté en fait les photographes et les auteurs, avec le réseau de Café Babel également, qui est quand même un petit peu présent partout, sur mes contacts personnels. Et puis après, voilà, vous regardez les portfolios, vous vous dites, tiens, on a eu à peu près 150 candidatures qui ont répondu au Call for Authors. Donc, il y avait un niveau qui était extrêmement élevé, en tout cas dans les profils des photographes et des auteurs. Et je crois que ça se voit aujourd'hui au niveau de l'exposition. Au niveau du choix des sujets, moi, je leur ai demandé, une fois que les équipes étaient constituées, de me proposer des sujets. Ce qui est très intéressant, c'est que la majorité avait quand même une approche plutôt... Ils n'avaient pas envie de parler de problèmes, mais plutôt de solutions. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est relativement nouveau, pas nouveau, mais qu'on n'a pas forcément partout dans tous les journaux. Donc, c'est eux qui m'ont suggéré à chaque fois des sujets en me disant, tiens, on pourrait faire ça. Bon, alors notamment, on a un sujet très intéressant sur un transsexuel en Biélorussie. Donc, comment, dans la dernière dictature d'Europe, on peut être transsexuel et même les opérations de changement de sexe sont prises en charge par l'État. C'est quelque chose tout à fait intéressant. On a l'ancienne ville de Visaginas en Lituanie, qui était une ville avec une centrale nucléaire, donc voilà, très grise, qui a été abandonnée justement au moment de la transition. Comment toute une jeunesse essaie de faire revivre la ville, comment il y a une espèce de scène culturelle qui vraiment revient s'installer pour faire revivre cet endroit. On a un sujet en Russie sur les anciens jeux qui étaient très utilisés à l'époque soviétique. Alors le photographe a fait un travail magnifique avec des gens. Enfin, c'est un musée consacré à des anciens jeux vidéo. Donc voilà, un très beau aussi travail photo. Mais voilà, pour tous les sujets sont plutôt dans un angle positif. Et c'est vrai que ça change parce qu'on est plutôt habitué à entendre parler de conflits, de crises, de problèmes. Et c'est autre chose. On a un sujet sur les couples russo-estoniens en Estonie. C'est quelque chose aussi qui est voilà, une manière d'aborder la question qui est différente. C'est pas les problèmes de la minorité russe en Estonie, mais plutôt il y a des gens qui arrivent à créer quelque chose à partir de ça. Donc plutôt, oui, positif. Donc peut-être qu'on peut commencer parce que donc, dans l'idée du vernissage, justement, c'est les photos qui sont au centre de l'attention. Donc le premier panneau, ce sont les photos du voyage à Visaginas, dont vous êtes l'auteur. Alors qu'est-ce qu'on voit sur les photos ? Auf mein? Hier, in der Reihenfolge der... Ja, das erste Projekt ist über Visaginas und das habe als Fotograf ich gemacht. Für mich war interessant, weil das eine utopische Stadt eigentlich ist. Das war in 1975 gebaut, speziell für Arbeiter für Atomkraftwerk in Ignalinas. Und das Stadtwall war als so eine Idealstadt gebaut, wo die besten Arbeiter, die besten Ingenieurs von ganzen Ex-Sowjet
Länder waren junge Leute gekommen und so ein ideales Utopie zu bauen. Und wenn natürlich Sowjetzeit war vorbei und die Kraftwerk hat geschlossen, dann auch keine Stadt war plötzlich leer und tot. Und das Zentrum des Welt plötzlich war die Grenze. Nicht Grenze, aber Rand des Welts. Donc en fait, ce qui m'a intéressé dans le projet, c'est qu'il s'agissait avec cette ville d'un projet de ville utopique, d'une ville idéale qui a été construite dans les années 70, en 75, justement pour abriter les ouvriers, les meilleurs ouvriers de tous les pays de l'ancienne Union soviétique, qui allaient travailler à la construction de cette centrale nucléaire, qui était la plus grande centrale nucléaire. Et donc, on avait rassemblé dans cette ville idéale les meilleurs ouvriers dans la plus belle des villes. Et avec la fin de l'URSS, cette centrale a été fermée. Et du coup, ce centre du monde est devenu un lieu tout à fait marginal et s'est vidé de ses habitants. Pardon. Oui, donc une ville ouvrière qui a été construite pour héberger les ouvriers qui allaient travailler dans cette centrale nucléaire qui était à l'époque la plus grande du monde, je crois, ce que j'ai lu dans un reportage. En fait, il était dans le livre des records de Guinness. Et ensuite, elle a fermé. La ville s'est vidée d'un tiers de ses occupants. Comment vous avez choisi les motifs les motifs que vous avez choisi de représenter et qu'est-ce qu'on y voit exactement? Ich habe die jungen Leute fotografiert und die jungen Leute, die meistens waren die ex-olympische Champions. Diese Stadt unglaublich viele ex-olympische Champions hatte. Und jetzt in dieser neuen Situation, die hat nicht die Möglichkeit, seine Kraft, seine Fähigkeit irgendwie realisieren. Und diese Menschen, ich habe vergleicht mit dieser Atomkraft, was ist jetzt auch unter Erde gegraben. Diese so wie zurückgelassene Kraft, was eigentlich ganz großes Kraft hat, nur irgendwo gedrücktes Kraft, ja. Das war meine Hauptidee, diese zwei Vergleichen. Donc j'ai commencé par photographier surtout des jeunes. Et ce qui m'a frappé dans cette ville, c'est qu'il y avait beaucoup d'anciens champions olympiques dans cette ville. Et ces champions olympiques n'avaient plus comment dépenser leur force ou ou profiter de leur potentiel. Et je l'ai mis en parallèle avec la répression de cette force nucléaire qui était aussi sous terre. Et c'est exactement ça, cette oppression de cette force et de son potentiel qui m'a intéressée. La jeune fille qui a le papillon devant les yeux, c'est qui et c'est quoi qu'est-ce que ça représente? Das Schmetterling habe ich zufällig gefunden und das Mädchen, das ist ein zufälliges dokumentares Bild, aber eigentlich die Stadt Visaginas heißt Schmetterling. Aber in Wirklichkeit hat nur eine halbe von Schmetterling gebaut, ja. Und die andere Hälfte von Schmetterling ist nichts stattgefunden. Und naja, so ein totes Schmetterling auch symbolisiert diese Stadt. Und die Träume, was ist nichts realisiert. Donc c'est une photo documentaire. Le papillon mort, je l'ai trouvé.
Et Visaginas signifie papillon. Et lorsqu'on regarde la forme de la ville, ce n'est qu'un demi-papillon. Donc il n'y a que la moitié de ce papillon qui a été réalisé. Et ce papillon mort signifie pour moi aussi la mort des rêves liés à ce lieu utopique. Parce que donc effectivement la topographie de la ville, en fait, telle que le plan urbanistique a été conçu, ça ressemblait à un papillon. Et ce cactus malheureux là, très triste, sur un rebord de fenêtre. Ja, das Kaktus eigentlich der wichtigste Foto ist. Und das habe ich bei jemandem gesehen und nur wenn ich war schon zu Hause, ich habe verstanden, ich brauche den Foto, weil das ist kein Symbol von ganzen diesem Projekt, dieses Power, was irgendwie gesperrt ist, was ist drin und die Stadt ist draußen. Und dann habe ich nochmal bei den Leuten früh am Morgen gekommen, sage ich will deinen Kaktus fotografieren. Naja. Oui, le cactus, c'est la photo la plus importante que j'ai faite parce que c'est une photo tout à fait symbolique, mais je l'ai seulement réalisée une fois que j'étais rentrée à la maison. En fait, je suis revenue pour faire cette photo parce qu'elle symbolisait cette puissance enfermée à l'intérieur alors que la ville était dehors. Alors après ce que vous m'avez dit, donc je tente ma chance d'interprète. Le jeune homme là qui fait le cracheur de feu, c'est l'idée aussi, en fait, à part le fait que c'est une très belle photo, c'est justement l'idée que cette jeunesse a encore une force à exprimer. Dass eine hübsche Frau in Wirklichkeit ist, aber natürlich, dass ein Symbol auf diese Power und diese Atomkraft, was kann jedes Moment explodieren. En fait, le jeune homme est une très belle jeune femme et bien sûr, vous avez raison, c'est cette puissance, cette force qui peut éclater, exploser à tout moment. On peut peut-être passer aux autres histoires, parce qu'il y en a, je ne sais pas ici, mais il y en a 7 qui sont aussi toutes représentées. Alors, dans l'ordre, ensuite, on passe au théâtre. Oui, le Postplay Theater, qui est en fait c'est dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. C'est un théâtre qui est pour toutes les victimes du conflit, donc dans l'est de l'Ukraine, pour bearbeiten, travailler le traumatisme, en fait, les blessures qu'ils ont pu, que ce soit physiques ou psychiques d'ailleurs, qui sont laissées par le conflit. Donc c'est une femme qui a créé ce théâtre où les gens, les victimes, s'expriment et parlent de ce traumatisme, soit font de l'impro, soit partent dans des discussions avec le public sur effectivement les traces de ce conflit invisible pour le coup. Et qu'est-ce qu'on voit ? Je crois reconnaître la photo du jeune homme là qu'on voit de dos. Oui, sur le site... c'est une scène d'une extrême violence en réalité. Oui, c'est une vidéo, mais alors pour le coup, je ne peux pas vous traduire. Il a des mots écrits sur le corps. Mais donc c'est une captation d'une performance. Oui, c'est une performance où il se met nu avec des mots. Les spectateurs viennent lui écrire des mots sur le corps. Et effectivement, il y a une vidéo qu'on peut voir en ligne qui sont effectivement liées aux traces, aux blessures du conflit. Mais je sais qu'il y a plein de mots, mais je ne peux pas vous les traduire. En fait, j'avais recopié ce que j'avais trouvé dans le reportage. Donc, et je le lis parce que tout à l'heure, je vais peut-être essayer de trouver aussi je vais lire quelques citations justement pour étayer un peu mon idée qu'il s'agit aussi d'un problème d'identité. Donc j'anticipe sur ces citations. Donc le jeune homme, je ne vais pas le noter son nom, explique ce qu'il fait et il dit « Ce n'est pas une pièce où l'on s'assied, où on le regarde, prévient Anton, voilà c'est son nom, lors de la représentation de son projet Cartographie de l'identité, discours de la haine au public. Anton demande aux spectateurs de s'identifier à un mot
et de l'écrire sur son corps. Donc, c'est une recherche d'identité, une offre d'inscrire une identité dans un corps, donc quelque chose de très intime et de très violent. Mais de toute façon, c'est énormément lié avec ce qui se passe, avec la situation politique. Je ne sais pas si ce genre de performance pourrait... Les mots qui sont inscrits... la question de l'identité en Ukraine est très prégnante, très importante, mais c'est évidemment lié avec ce qui est en train de se passer, dont finalement on parle assez peu, que ce soit en termes de mort ou des conséquences pour les gens qui vivent là. Donc c'est d'autant plus effectivement violent, frappant, que ça ait lieu à cet endroit-là, dans le Donbass, puisque les représentations ont lieu là-bas. Mm-hmm. Et sur les autres photos, que voit-on? Alors, c'est des extraits de pièces, des extraits de scènes. Mais alors, au niveau du travail, en fait, ce qui était très intéressant, le photographe moldave n'a pas pu. Il n'est pas resté très très longtemps. Je crois qu'il a été juste il y avait quelques représentations à Kiev, mais il n'a pas été dans le Donbass. Donc la journaliste Tatiana, qui est originaire de là-bas, a suivi certaines représentations, et le photographe a ensuite... ils n'ont pas travaillé en même temps. Ils n'ont pas fait le voyage ensemble. Non. Ensuite, dans mon dos, alors là, c'est Amour mixte. C'est quoi cette histoire? Alors, c'est effectivement les couples. C'est à la frontière entre l'Estonie et la Russie, dans la ville de Narvou. Donc, c'est une ville où il y a une très forte minorité russe. Ce qui n'est pas... En fait, c'est même une majorité russe, si je me rappelle, c'est 90% de Russes. Oui, mais c'est quand même... donc ça pose effectivement énormément de problèmes. Et les auteurs et photographes ont trouvé des couples mixtes, estoniens-russes, donc dont l'un qui venait d'avoir un bébé. Et la photographe a fait des photos extrêmement belles, intimistes. Elle a réussi à passer, pour le coup, je crois, 2 jours avec l'un des couples. Et on sent cette proximité, cette chaleur... des photos. Après, effectivement, pour la symbolique, c'est des lieux de la ville, mais je pense que pour le coup, il faudrait lui demander à elle ce qu'elle a voulu. Elle a fait donc créer des triptyques de lieux de Narvou. Mais voilà, moi, ce qui me frappe, c'est vraiment la proximité, en tout cas, avec les personnages, l'intimité qu'elle a réussi à tisser pour avoir accès à ces moments finalement très tendres, très, très proches de ces couples. Mm-hmm. Sur le panneau suivant, ça c'est les nouveaux héros, lettons. Oui. Donc c'est des personnages qui ont chacun. Alors il y a une sorte de créatrice chamane qui incarne un petit peu les différents visages de la Lettonie. Un sculpteur, un créateur de start-up, donc qui incarne à la fois la modernité de ce pays, tout en étant très lié à certaines traditions, donc par exemple chamanique, le rapport à la nature qui est très 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 présent. Donc voilà, et c'est un sujet qu'on a décidé de traiter en portrait. Donc il est moins reportage que les autres, c'est-à-dire on a vraiment ciblé sur les caractères, et c'est des portraits un peu en profondeur. Donc c'est un peu moins, c'est ciblé plutôt sur des gens. Mmh. C'était aussi un des aspects qu'on voulait avoir très fortement dans le projet, qui soit très incarné. Donc on est vraiment des personnages, pas des héros, mais en tout cas c'est comme le sujet en Biélorussie sur le transsexuel que la photographe et l'auteur ont accompagné pendant 2 jours, que ce soit incarné, que ce soit pas une thématique, LGBT ou être transsexuel, mais d'avoir une personne qui parle aussi de son passé, puisque le passé joue un rôle très important. Donc, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, on voit plutôt des mentions sur les photos qu'autre chose. Donc c'était un aspect important. On va continuer, mais pour ne pas... pour distribuer un peu mieux la parole, ça m'intéresserait de savoir vous, Alia, ce que vous pensez du travail de vos collègues.
ich bin überhaupt glücklich, dass ich in so eine talentierte Gruppe bin eingeladen, weil alle Fotografen, ich könnte schon vorher, die Namen natürlich, nichts persönlich und die alle schon, für mich war sehr berühmt und deswegen denke ich so ein tolles... ja. Vous connaissiez les... Pardon. Je suis extrêmement honorée d'avoir été invitée parmi tous ces photographes talentueux dont je connaissais avant les noms sans les connaître personnellement. Je trouve que c'est extraordinaire. Vous ne les connaissiez pas avant Ja, weil persönlich ich könnte nicht jeden treffen, weil das sind verschiedene Länder. Parce qu'il n'y avait pas d'échange justement entre les différents pays de la sphère d'influence soviétique. Naja, nichts Besonderes, aber natürlich Internet heutzutage, du siehst ja die besten Projekte oder Gewinner von verschiedenen Festivals, dann siehst du Arbeiten. Donc je ne les connaissais pas personnellement parce qu'ils travaillent dans de nombreux pays et je ne pouvais pas faire le déplacement à chaque fois dans ces pays. En revanche, je connaissais aussi leurs travaux grâce à Internet et grâce au festival qui permet quand même de s'informer sur ce que font les autres. Donc on continue, peut-être il y a ensuite un projet... le musée des jeux vidéo, enfin, d'anciens jeux vidéo donc, de l'époque soviétique. Donc c'est le portrait Russie. Voilà, ça c'est la Russie. Alors on n'a pas trop de thématiques compliquées pour la Russie. C'est vrai que j'aurais aimé pousser peut-être un peu plus sur autre chose, mais c'est vraiment hyper intéressant qu'il y ait ce musée parce qu'en fait il attire énormément les très jeunes générations. Ce qui a priori, on peut se dire, voilà, des vieux jeux de l'époque soviétique, etc., ça a plus attiré soit des nostalgiques de l'URSS, soit des personnes d'un certain âge, voilà, qui regrettent. Mais non, en fait, c'est très fréquenté par les jeunes, et donc il y a ce lien avec le passé qui est effectivement très présent dans cette histoire. Et le reportage suivant est aussi très intéressant parce que alors, pardon, oui. Juste pour rester sur celui-là, donc pour qu'on comprenne bien. C'est donc des jeux d'arcade, comme on dit. Je ne connaissais pas l'expression. Donc, un Spielautomaten Sammlung où on met une pièce. Effectivement, moi, je connais ça sous le nom de Flipper. En fait, ça en fait partie, probablement. Oui, c'est un des possibles jeux d'arcade. Et en fait, il y a un musée à Moscou qui présente tous ces anciens jeux. Et donc, le photographe a décidé de monter une sorte de studio dans le musée et de photographier donc en format très, très close-up, très, très proche, de mettre en parallèle ces anciens jeux et puis des gens, toutes les générations finalement, mais beaucoup de jeunes qui visitent ce musée et qui s'amusent à la fois avec leurs enfants. Peut-être, il y avait beaucoup, c'est ce qu'il me racontait au vernissage, il y avait des gens qui ont vécu, justement, qui ont joué à ces jeux à l'époque de l'URSS, qui aujourd'hui jouent avec leurs enfants, ou en tout cas leur montrent. Donc cette transmission, ce principe de transmission très fort, voilà. Et ça donne lieu, en fait, c'est un peu une illustration, ça sort un peu des thématiques des autres reportages, mais d'une certaine façon, ça les prolonge aussi, puisque le sujet, ce n'est pas un problème d'identité, mais c'est un problème un sujet de nostalgie. En fait, ce retour, en fait, cette passion pour les jeux que les personnes interrogées dans le reportage ont connus dans leur jeunesse, rappellent le bon vieux temps soviétique. Oui, mais ça c'est quelque chose qu'on peut avoir effectivement nous-mêmes avec des l'ostalgie, choses l'ostalgie ou même nous des choses de notre enfance à l'Ouest qui ont disparu. Enfin c'est plus de l'ordre effectivement de la transmission parce qu'effectivement quand on parle de nostalgie de l'Union soviétique, c'est un sujet qui est assez délicat à aborder parce qu'encore une fois c'est des sociétés qui restent pour beaucoup qui ont énormément souffert du joug soviétique. Donc après, c'est vrai que la transition n'a peut-être pas apporté toutes les promesses dorées qu'elle aurait pu suggérer, mais tout le monde n'est pas nostalgique de l'URSS. Et bon, il y a une partie de la population, bien sûr, mais ça ne se résume pas non plus à... On peut être nostalgique des jeux sans être pour autant nostalgique. Exactement, oui, c'est aussi pour ça que c'est un thème assez, pas neutre, mais en tout cas qui relève plus du lifestyle que... Ouais.
Le dernier panneau sur ma droite, c'est la Moldavie, je crois. Oui, c'est un sujet en Moldavie sur la manière dont... alors là, encore une fois, la société est extrêmement divisée. Et donc, au niveau, il y avait au niveau politique sur... à la fois l'absence vraiment d'alternative. En fait, c'est les deux parties de la jeunesse moldave qui est divisée entre cette aspiration européenne et puis ce retour, peut-être, en tout cas cette attirance pour Moscou. Donc ça montrait, les photos sont pas là ce soir, mais il y avait pas une organisation étudiante, mais un parti politique en fait j'ai vraiment des mélanges allemands, allemand-anglais dans ma tête. Un parti politique pour jeunes qui effectivement milite, en tout cas qui faisait campagne pour les élections, pour l'Europe, et un autre pour... Vous dites pour l'Europe. En fait, en lisant les reportages, j'ai compris que c'était pour l'Europe, mais c'était surtout pour la Roumanie. Oui, c'est ça, il y a un vrai problème. Oui. Parce qu'en fait, la Moldavie, c'était anciennement la Bessarabie, et la Bessarabie faisait partie de la grande Roumanie. Et donc, il y a une partie de la population qui milite pour un retour de la Moldavie à la Roumanie, donc par extension à l'Europe, et l'autre veut plutôt garder l'indépendance de la Moldavie en s'appuyant, puisque c'est un petit pays, en s'appuyant sur Moscou. Et donc, ça fait effectivement de fortes tensions et aussi un problème d'identité. Est-ce que nous, Moldaves, j'ai lu dans le reportage qu'il y a même dans la Constitution, la langue de la Moldavie, c'est le moldave, alors que le moldave, c'est quasiment le roumain. Donc, il y a là aussi un problème d'identité sur lequel on va peut-être parler tout à l'heure. Et le dernier sujet, c'est celui dont vous avez déjà parlé. C'est la Biélorussie, peut-être le plus dur des sujets. Oui, un sujet difficile. Voilà, sur le quotidien d'un transsexuel, dans la dernière dictature d'Europe, où effectivement les opérations de changement de sexe ont été remboursées par l'État. C'est pas forcément quelque chose auquel on pouvait s'attendre, mais effectivement ce quotidien assez difficile, sans avoir de tonalité politique. C'était vraiment intéressant. Il y avait l'aspect politique, justement, n'a pas été énormément abordé, ou alors il était très sous-jacent ou très détourné. C'est ce que je disais au début, qu'on n'allait pas commencer à parler des problèmes. Donc voilà, dans l'article, il y a quelques mentions effectivement du régime de Loukachenko, des répressions, etc. Mais c'était une manière en biais en fait d'en parler, mais sans être effectivement trop frontal, d'essayer de trouver quelque chose un peu différent, mais qui est aussi une réalité pour certains. Et donc on voit le héros du reportage c'est la photo d'elle avant. Où ça sur le portable gauche, oui. Je ne suis pas sûre. Moi, je pensais que c'était vous avez vu ça sur le... Non, je sais non, pas. Il me semblait que c'était du online dating, qu'elle était en train de faire du... Ok. Et là, on la voit marcher. On la voit marcher. Il y a d'autres photos, on la voit dans son appartement, pareil, dans l'intimité, où elle est en train de prendre ses médicaments, où il y a vraiment, pareil, ce rapport très proche, comme sur le sujet, sur la majorité-minorité russe en Estonie, où il y a une vraie proximité avec le sujet qu'ils ont suivi, que les équipes ont suivi. Donc, on a fait le tour de ces histoires, de ces reportages. Et donc, comme je disais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ce qui les unit, c'est la quête d'identité. Ou est-ce que vous voyez un autre sujet qui fait, à part le fait que c'est donc cette génération de 91 qui sont à la fois auteurs, photographes, auteurs et sujets des reportages. Est-ce que ça vous... Moi, ça m'a frappé quand j'ai lu les reportages. Pour la question de la quête d'identité, je ne sais pas. Bon, moi, je ne suis pas née en ex-URSS, donc je pense qu'Aya peut-être mieux répondre que moi sur ce thème-là.
Ja, ich muss einverstanden sein, dass wirklich eigentlich die ganz postmoderne Kunst geht nur um die Identitätsthemen. Und ja, wir auch. Oui, je ne peux qu'être d'accord. Tout l'art postmoderne ne parle que de quête d'identité. Alors, pour appuyer ce que j'ai cru comprendre, j'ai fait un petit florilège donc, de citations. C'est aussi l'occasion pour entendre un peu les textes, parce que c'est des reportages illustrés. Donc, ici, on voit les photos, mais vous n'avez pas les textes. Je le lis avec mon petit accent allemand, vous m'en voulez pas. Premier reportage, donc en Lituanie, voyage à Visaginas. Je prends juste une phrase. Quand on lui parle de sa propre identité, Yevgeny affirme être avant tout un citoyen lituanien, même s'il lui est difficile de dire s'il est plutôt russe ou lituanien. Donc, toujours cette question de à quel peuple j'appartiens. Deuxième reportage, Estonie, amour mixte. Si bien que les Russes ne comprennent pas que René puisse être estonien, tout comme les Estoniens n'arrivent pas vraiment à saisir son identité russe. Lui est arrivé à un point où il ne sait plus dans quelle langue il pense. Sur la Biélorussie, les jeunes Biélorusses se sont tournés vers le consumérisme en quête d'une nouvelle identité après l'ère soviétique. Et puis, bien sûr, l'identité nationale se recoupe et donc ça doit être assez, en fait, compliqué à démêler aussi ces différentes quêtes. Donc, la quête d'une identité sexuelle. Pour Alina, le plus grand avantage de Minsk, c'est que personne ne connaît sa vraie identité. Cela fait maintenant 10 ans qu'Alina a quitté sa petite ville de province pour la capitale. Partie en quête d'un travail, elle rénove aujourd'hui les appartements et fignole les petites constructions pour le compte d'une entreprise privée. Son grand projet, en revanche, elle le réserve à la construction de sa propre identité. Alina a déjà réalisé qu'elle était née dans le mauvais corps et peut-être dans le mauvais pays aussi. Donc là, vous voyez que le pays et le corps, c'est pour ça que la photo du comédien là, qui fait inscrire la politique sur son corps, ça me frappe. C'est une quête d'identité qui est un peu sujet éternel et dans tous les pays. On a connu un ministère de l'identité nationale en France, mais c'est quelque chose qui est dans la chair des personnes. Je continue en parlant de reportage en Ukraine. Durant 25 ans, la société ukrainienne s'est posé la question « Qui sommes-nous » Cette longue quête d'identité a conduit le pays au conflit, aussi bien en Crimée que dans le Donbass. Mais l'identité de Anton, donc le comédien, est encore plus compliquée dans le contexte de la société ukrainienne. Il est à la fois homosexuel et orthodoxe, et donc rejeté par l'Église. Ils disent que les gays ne sont pas de vrais hommes, explique calmement Anton. Donc vous voyez que là, il y a un télescopage de problèmes identitaires qui est assez frappant. Je continue, ça vous ennuie pas? Je continue encore. Héros moderne, la Lettonie. Inin apprécie sa juste valeur à la relation de la nature, qui est l'une des composantes essentielles de l'identité lettonne, donc le rapport à la nature, qu'il s'agisse de célébrations nationales, des solstices, ou de la connexion avec l'abondance de la nature. Et ensuite, il insiste aussi sur cette menace d'une fracture ethnique qui existe au sein de la Lettonie. Les russophones sont blessés par la trahison de 91. Les politiciens avaient promis la citoyenneté lettonne pour tous, mais ça n'est jamais arrivé. Les minorités se sentent marginalisées. La Russie paye leurs retraites, leurs allocations et leur donne la citoyenneté. Ils se sentent les bienvenus là-bas, mais pas ici. C'est tragique. Donc ça, c'est la Lettonie. Écoutez, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais continuer avec la Moldavie, dont on a déjà parlé. Ce problème d'identité, est-ce qu'il va croissant ou est-ce que, quand même, laissez-moi réfléchir, donc 25 ans après, non 30 ans après, est-ce que les quêtes d'identité commencent à s'apaiser? Alia,
Aïe. Ich habe mir nachgedacht, ich bin ein Europäer oder ich gehöre mehr zum russischen Teil. Ich bin Latin. Und ich habe verstanden, meine Identität ist immer irgendwie dazwischen geblieben. Ich ganz gut verstehe diese russische post-sowjetische Mentalität, diese Menschlichkeit, diese Beziehung zwischen Menschen und trotzdem, ich kann nicht dieses Leben weiterleben. Das geht nicht. Und trotzdem bin ich bin fremd in diese alle europäischen Standards. Und das ist diese Zwischen. Und mein Weg ist dann, als Latin in Natur tief zu gehen. Dort bin ich so richtig echt, das verstehe ich. Ich kann tief tauchen in Natur und leben mit Natur und mich so richtig als Mensch fühlen. J'ai essayé de réfléchir sur cette question. Je me sens pas vraiment européenne, je me sens pas vraiment russe, je suis lettonienne et je définirais ma propre existence comme une existence entre toutes ces cultures. Je comprends la mentalité russe, je comprends la mentalité des Russes à l'époque post-soviétique, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, je ne peux pas vivre selon les standards européens, c'est aussi assez étrange pour moi. En revanche, je me sens vraiment chez moi dans la nature et là j'ai vraiment l'impression que je peux aller en profondeur et me trouver. Et en allant dans la nature, vous êtes en plein dans... Comme je lisais tout à l'heure, vous êtes en plein dans ce qu'on considère comme faisant partie de l'identité lettonne, c'est-à-dire ce rapport particulier avec la nature. Ich weiß nicht, wie das ist mit anderen Letten, aber mit mir das ist schon ziemlich tief. Ich habe ein Haus mit dem Wald und ich echt kann Fischchen hexen. Ça soutient en fait la phrase que j'ai lue. Donc, la relation avec la nature qui est l'une des composantes essentielles de l'identité lettonne. C'est ce que je trouve dans le reportage sur la Lettonie. Donc, vous en êtes vraiment une. Donc je ne sais pas si c'est pareil pour d'autres lettonnes. Pour moi, c'est quand même vrai parce que j'ai une maison au milieu de la forêt et je suis un peu sorcière. Et donc je disais, parce que je ne sais pas si vous avez compris la citation que j'avais piochée dans le reportage sur la Lettonie, effectivement, vous correspondez exactement à ce qui a été dit sur l'identité lettonne, c'est-à-dire un rapport particulier avec la nature. Mais au-delà, ce qui m'intéresse, c'est les implications politiques de ces quêtes d'identité. On le voit en Ukraine, effectivement, les identités russes et Ukraine qui sont à la fois mélangées mais opposées peuvent conduire à un conflit violent, un conflit armé, au séparatisme. Dans les pays baltes aussi, il y a des régions qui sont tellement imprégnées par ou tellement qui ont un tel forte pourcentage de population russe qu'on suppose, qu'on leur reproche d'être éventuellement tentés par le séparatisme. Est-ce que vous voyez d'autres foyers où la quête d'identité peut provoquer des conflits politiques? Drin im Land, nein. Aber ich denke, ganz Welt ist in Gefahr. Heutzutage eigentlich, seit die Menschen gibt auf die Erde, wir sind in Konflikt. Donc, si vous permettez, je vais juste le traduire.
Donc à l'intérieur des pays, non. Mais je vois ça un petit peu partout dans le monde entier. Et je crois que c'est des conflits qui sont aussi anciens que l'humanité. Prune. En fait, dans le projet, il y avait effectivement les 3 pays baltes qui sont aujourd'hui membres de l'Union européenne, et puis des pays qui appartiennent plus traditionnellement à la sphère d'influence soviétique, donc la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, enfin, en tout cas, il y a toujours une forte lutte d'influence. Mais si on parle par exemple des pays baltes, moi il y a un pays, enfin la Lituanie que je connais bien pour y avoir été plusieurs fois pour plusieurs reportages, il y a une véritable propagande politique, c'est-à-dire que une rhétorique très belliqueuse en réaction évidemment à des attitudes de Moscou Moscou qui ne fait que réagir à finalement l'expansion de l'OTAN aussi. Donc il y a quand même un climat qui est entretenu aussi, un peu va-t-en-guerre. En tout cas en Lituanie c'est très flagrant. On a rétabli le service militaire il n'y a pas longtemps. Il y a une rhétorique très très belliqueuse, mais qui est une réponse aussi à ce que Moscou, aux incursions en mer Baltique, d'avions de chasse, c'est un peu un principe qui ne finit jamais, action-réaction. Oui, action-réaction, c'est-à-dire la faute est sans doute partagée. Exactement. Parce que comme on le dit dans le reportage, l'intégration de cette forte minorité qui, dans certains endroits, est une majorité, donc on l'a dit, à 90% de la population russe, est repoussée et c'est même inimaginable entre la France et l'Allemagne. La Russie paye les retraites de leurs ressortissants, ressortissants qui vivent depuis plus d'une génération au moins sur le sol de l'Estonie. Et qui ont travaillé pour l'Estonie ou la Lituanie. Oui. Mais après, ce que vous disiez sur le rapport de la quête d'identité, c'est encore une fois extrêmement lié au fait qu'on a choisi d'avoir effectivement une génération des jeunes, donc des gens entre 20 et 30 ans, et que c'est un peu le moment où on se cherche, que ce soit, évidemment, il y a un background politique beaucoup plus chargé, avec historique extrêmement lourd, mais c'est une période de la vie où globalement, on est à la recherche de son identité, donc c'est aussi un peu le reflet à la fois des équipes, de l'âge des équipes, et puis des sujets qui ont été choisis. Donc ça peut expliquer aussi d'une certaine manière l'impression que c'est un thème qui revient très fortement, parce que c'est lié tout simplement à l'âge et à la génération qu'on a choisi de portraiter. Et le fait que ce soit justement le moment où les anciens pays de l'Union soviétique se constituent et se retrouvent après 50 ans d'occupation ou d'adhésion au bloc soviétique. Donc, bien sûr, c'est aussi du point de vue national le moment où l'identité doit se construire. Et absolument, avec tout cet héritage lourd quand même pour beaucoup de pays, parce que ça ne s'est pas passé. C'est plus une occupation qu'une... Et vous avez mentionné que la constitution d'un groupe politique dédié aux jeunes, c'était par rapport à quel pays En Moldavie. En Moldavie. Donc là, effectivement, la recherche d'identité sur le plan psychologique individuel se télescope avec avec la recherche d'identité du pays dans son ensemble. L'autre sujet qui est moins développé peut-être dans les... Moi, je l'ai moins trouvé dans le reportage, c'est donc le rapport à l'histoire et au passé propre des habitants de ces différents pays, le passé individuel, je veux dire. Quel rapport est-ce que... Ayak, quel rapport est-ce que vous avez avec l'Union soviétique, avec la Russie aujourd'hui en fait, et avec l'Union soviétique? Qu'est-ce que c'est comme souvenir? C'est un bon souvenir? C'est un mauvais souvenir? Probablement quelque chose entre les deux. Ich kann das gar nicht als schlecht oder gut formulieren. Je ne peux pas le formuler ni en bien ni en mal.
mag reisen und mich immer hat interessiert diese Länder und deswegen, wenn ich die Möglichkeit hatte, ich habe schon vor diesem Projekt ein anderes Projekt, 15 verrückte Schafs gemacht. Das ist, ich habe in alle diese Länder gereist und die Bücher über diese Länder geschrieben, publiziert ist nur 3. Und ja, ich habe einfach, ich will wissen, wie das ist, wie die Leute dort lebt und auch diese, ich habe keine so Nostalgie über die Zeit, aber rein visuell, künstlerisch, diese Seele, was dort noch immer steckt in diesen Plätzen, das finde ich ganz spannend. Auch diese utopische Plätze, so wie Visagines, solche gibt es sehr viele in diese Ex-Sowjet-Countries, diese empty Schwimmbäder oder so kosmische Dings oder Skulpturen. Naja, diese Träume, Leute, das interessiert mich. Donc ça m'a toujours intéressée et j'ai toujours beaucoup voyagé dans ces pays. J'ai même fait des livres, 15 livres dont 300 publiés. Et ce que j'ai voulu savoir, c'est comment ces gens-là vivaient dans ces pays. Moi-même, je ne me sens pas du tout nostalgique, mais j'ai essayé de capter ou de comprendre quelque chose de l'âme de ces endroits et des endroits aussi utopiques que Visaginas. Il y en a un certain nombre dans ces pays de l'ancienne Union soviétique avec des utopies cosmiques et d'autres, des choses vraiment particulières. Ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce que vous avez, puisque vous avez voyagé dans tous ces pays, est-ce que vous avez vu quelque chose qu'ils auraient en commun? Vous avez déjà mentionné justement le côté utopique de certains endroits. Ja, ich habe gefunden, da gibt es so eine spezielle, so wie diese Seele, was verbindet uns. Das kann nur spüren. Da ist etwas Visuelles, das sehe ich bei manchen Details oder Räume oder wie die Pflanzen. Das ist dort drin und das gibt es nichts in anderes. Das gibt es genau und das verbindet alle diese Länder noch immer. Und obwohl auch Russen, Ukraine, Lettland, ich habe so ein Buch gemacht, wo die Fotos von diesen Details ist in verschiedenen Ländern gemacht, aber das sieht so wie ein Raum und ich denke, das ist dieses Ex-Sowjet-Raum, was ist schon, das gibt es nichts mehr, aber die Seele ist noch geblieben, so etwas. Vermutlich später, nach 20 Jahren, jemand sagt, ein europäisches Standard oder Gefühl, so diese Plastikfenster oder so etwas, oder wie die Pflanzen wird, oder diese... Ja. On revient au Cactus. Oui. Ja, das ist auch so etwas sowjetisch. Und blaue, diese Farbe, diese blaue, das ist auch... Blau? Ja, auf dem rechten, die Kirche und dieses spezielles Blau, was auch dann ist, überall in diesem Ex-Sowjetraum. Die blaue Seele des... Ja, so wie russische Farbe, aber ja, die Farbe Russlands, rot und blau. Je reviens un instant. Pardon. Juste, la chose qui lie peut-être tous ces pays, et ce n'est pas visible, mais justement perceptible, c'est l'âme, une sorte d'âme qui les lie. Et j'ai vraiment fait des photos dans tous ces pays, et en Ukraine, en Russie, en Moldavie. Et on peut, quand on regarde ces photos, constater que c'est un espace
commun. Et peut-être si dans 20 ans on regarde ça, on peut se dire oui, maintenant on voit que des standards européens avec des fenêtres en plastique. Mais il y a des choses qui pour moi sont caractéristiques pour tous ces espaces. Et Monsieur Wetzel est revenu au cactus, c'est par exemple la couleur bleue. On voit là sur les photos la couleur bleue de l'église et la couleur bleue de ce pont. Donc ça me semble une chose qu'on retrouve un petit peu partout dans cet espace post-soviétique, anciennement soviétique. On va passer aux questions à la salle. Vous me donnez encore 2 minutes pour une dernière question que j'ai, parce que j'aimerais bien insister sur cet aspect d'histoire. Donc c'est une citation qui vient du reportage sur les héros modernes en Lettonie. Andrés est convaincu que ses parents préféreraient oublier l'époque soviétique plutôt que d'en parler. Il y a quelque temps, son père a eu l'idée de convertir leur nom de famille russe en letton, pensant que cela pourrait mettre fin aux souvenirs douloureux liés au passé russe de la famille. Finalement, il a changé d'avis. Andrés, qui se considère davantage polonais que russe, n'a jamais eu de problème avec son nom. Cette envie d'oublier le passé, en fait, on connaît ça aussi un peu en Allemagne, en fait, en ex-Allemagne de l'Est. La difficulté qu'il y a de gérer finalement ce passé qui, par le pas de l'histoire, a été invalidé, un passé dont on dit finalement ça n'a pas été très intéressant ce que vous avez fait jusque-là. Maintenant, vous entrez dans le vrai monde occidental et c'est à partir de maintenant que ça compte, que ça devient intéressant. Donc on essaie d'invalider ou d'oublier ce passé. Est-ce que c'est quelque chose que, Prune, vous avez beaucoup voyagé dans ce pays, est-ce que, et vous êtes intéressé, vous êtes installé à Berlin parce que ça vous intéressait, est-ce que ce rapport avec l'histoire qu'on veut oublier, c'est quelque chose de commun à ces pays? Alors moi, je peux répondre pour l'Allemagne, pour le cas de l'Allemagne, pour le coup, parce que ça fait 10 ans que j'y vis et qu'on observe aujourd'hui un phénomène très intéressant, justement, en ex-Allemagne de l'Est, avec ce qui s'est passé, cette absorption par la Bundesrepublik Deutschland, finalement, et de dire, bon, voilà, tout ce qu'il y avait en ex-RDA était mauvais, va des rétro Satanas, etc. On a aujourd'hui, avec le mouvement Pegida ou avec la montée de l'AfD de l'extrême droite, de ce mécontentement énorme de gens qui, justement, dont le passé a été effacé en une seconde, où on n'a pas pris un instant pour se dire « Ah, mais peut-être tout n'était pas à jeter ». Il y avait certains éléments qui auraient pu être gardés, etc., qui forment finalement une colère. Ça va au-delà de ce qu'il y a en France avec les Gilets jaunes, etc. C'est une insatisfaction sociale, un sentiment de déclassement qui est aussi lié à cet écrasement de l'histoire, ou en tout cas à cette négation absolue du passé, de ce qu'ils ont vécu, de ce que leurs familles ont vécu, de ce que leurs parents, leurs grands-parents ont vécu, et qui est infiniment dangereux. Et qui aura des conséquences à l'avenir. Je pense que ce qui s'est passé, l'exemple de l'Allemagne, c'est très intéressant parce que ça synthétise finalement ce qu'il y a eu en ex-URSS, mais au sein d'un seul pays. C'est-à-dire c'est le même peuple, la même langue, la même culture, la même histoire, mais qu'il y a eu une division, un schisme extrêmement violent à un moment donné, qu'on a fait comme si tout allait bien avec la réunification, voilà, on a tout gagné, etc. Et qu'aujourd'hui, 25 ans, 30 ans plus tard, une génération après, voilà, il y a toute une partie de la population, vraiment, si vous allez en ex-RDA, c'est flagrant dans les villes de Leipzig, Chemnitz, etc. Tout ce qui se passe, cette haine des étrangers, il y a vraiment un danger dans cet effacement de l'histoire. Et je ne sais pas si on peut en tirer le même parallèle en ex-URSS. Encore une fois, Aya peut peut-être mieux répondre, mais voilà, en tout cas sur l'Allemagne, c'était ça. Ich fand diese Erfahrung toll. Ich bin viel mehr reicher, dass ich habe die Möglichkeit in so einer Zeit in 2 Welten leben. Das ist, was bedeutet vergessen? Ja klar, ich denke nichts darüber immer, aber ich denke, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich kann ja auch vergleichen, jetzt ich sehe viele Dinge, was genauso ist wie war.
Donc Et vous ne le ressentez pas du tout comme un poids, mais plutôt comme un enrichissement. Oui, pardon, j'ai trop envie de... Pour moi, c'est une expérience formidable de vivre dans ces époques différentes. Bien sûr, je ne pense pas tout le temps au passé et je pense qu'oublier, c'est aussi important, mais je trouve que c'est un enrichissement et pas du tout un problème. Donc on va terminer ici. Alors, la question que je vais vous poser entre nous, c'est à la question que vous posez vous-même dans la préface du livre, si cette jeune génération peut justement être celle qui crée les ponts entre ces fractions qui se constituent dans les deux pays. Mais je vous invite à poser la question directement à Prune en vous retrouvant devant les photos. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci. Merci.